Bonsoir. Autant vous le faire comme une confession d'entrée de jeu, celui que je reçois ce soir dans le cadre de cette émission ne figure pas sur les registres de ce qu'on considère comme des intellectuels ou des universitaires médiatiques. Là où les médiacrates travaillent leur mise en scène, lui s'adonne à une mise en sens des littératures et des cinémas francophones. Et écoutez, ce n'est pas simple cet itinéraire qui l'amène du Cameroun au Canada où il réside depuis une quinzaine d'années. Et ce n'est pas peu que de rappeler que ses multiples contributions dans des revues scientifiques de renom ou alors les nombreux ouvrages qu'on lui doit témoignent d'une certaine singularité de cette trajectoire. Diplôme de l'École normale supérieure de Yaoundé, diplôme au pluriel de rigueur puisqu'il en a 2, doctorat de 3e cycle à l'Université de Yaoundé et puis PhD à l'Université Queen's au Canada. Alexis Théa, bonsoir. Bonsoir, M. Zinga. Je ne suis pas sûr d'avoir tout dit, je dois quand même signaler que je reçois un full professeur, c'est-à-dire un professeur titulaire de l'Université de Toronto au Canada. Est-ce que vous considérez cela comme un accomplissement? Ah, tout à fait. C'est le résultat d'un itinéraire qui a commencé à l'Université de Calgary en 2000 et qui est abouti il y a une année environ à ma nomination comme professeur titulaire à l'Université de Toronto. Comment on parvient à être professeur titulaire là-bas? Écoutez, il y a les exigences pédagogiques et académiques. Il faut avoir accompli un certain nombre de choses, soutenant de thèses, publication dans les revues autorisées, et évaluation par des pairs, pas des moindres, une bonne dizaine au moins. Et c'est à la fin de ces évaluations-là qu'on est appelé à faire valoir, à obtenir ces droits-là. Et quand on l'a, on se dit quoi? On souffle ou on se dit il y a du chemin encore? Ah, mais certainement il y a du chemin parce que tant qu'on est professeur, on continue à apprendre. Sauf qu'on a derrière soi toutes les autres obligations qui pourraient obliger à continuer à nous faire continuer à travailler en espérant mieux. Mais sauf que quand on est prof titulaire, il n'y a pas mieux que cela. Donc, un petit peu le sommet. Oui, dans un sens, oui. En ce sens qu'on n'a plus cette obligation de rentabilité-là. Il n'empêche, vous continuez de travailler. Mais absolument, c'est pour ça que je suis au Cameroun d'ailleurs. Alors, vous êtes là et je dois signaler que je vous ai pratiquement pris entre 2 avions puisque vous avez quelques séjours sporadiques au pays pour vos recherches sur lesquelles je n'insisterai pas outre mesure dans le cadre de cette édition. Quand on est parti 15 ans, comme vous êtes parti, est-ce qu'on se dit qu'on est en exil un peu? Probablement pas. Je ne pense pas que ce soit un exil. Il y a quelque chose de contraignant et de péjoratif dans l'exil. Mais je parlerai beaucoup plus de migration. On migre pour aller vers des espaces où on recherche autre chose, où on espère s'épanouir mieux, où on espère découvrir d'autres horizons. Je parlais beaucoup plus de migration. Quand vous parlez de migration, c'est un euphémisme finalement, non? Non, certainement, c'est ce que c'est-à-dire une migration, c'est-à-dire qu'un changement, un mouvement dans l'espace. L'exil a quelque chose, comme vous le dites, de contraignant. C'est un choix. Là, vous avez choisi de partir. Est-ce que l'environnement n'est pas pour beaucoup dans cette détermination, dans cette migration? Dans un sens, oui, parce qu'on va chercher ailleurs ce qu'on n'a peut-être pas pu avoir sur place. Ceci dit, on peut obtenir ce qu'on a eu ailleurs et revenir. Mais ce retour n'est pas toujours possible. Mais lorsqu'on a obtenu ce qu'on recherchait, on peut s'en contenter et puis offrir ces services là où on les recherche, là où on les attend. De nombreux Camerounais, des milliers, des dizaines de milliers, dois-je dire, qui sont partis par dépit. Est-ce que vous seriez parti par dépit? Je pense, M. Zinga, que vous exagérez un peu. Beaucoup sont partis par dépit, mais il y en a beaucoup qui sont partis par choix. Est-ce qu'on a une proportion? Je n'ai pas les chiffres. Au Canada? Je n'ai pas les chiffres, mais beaucoup ont choisi de partir et beaucoup ont choisi de rester aussi. N'est-ce pas? Je ne peux pas penser que absolument tous ceux qui sont partis par dépit. Non. Mais certains sont partis par dépit, mais il y en a qui sont partis vraiment par choix. Est-ce que si vous étiez resté au Cameroun, vous seriez full professeur aussi? Dans quelles conditions éventuellement? Bon, écoutez, ça c'est une question hypothétique. Les conditions de promotion ici ne sont pas les mêmes que dans mon université, parce que l'obtention d'un grade
se fait dans les circonstances précises. Est-ce que je l'aurais obtenu? Je ne peux pas répondre à cette question. Toujours est-il que ce que je fais là-bas, je l'ai fait parce qu'il y avait des conditions qui m'ont permis d'y arriver. Et c'est quoi? C'est le plus important. Vous m'avez peut-être pas vu venir, mais les conditions dans lesquelles les changements de grade s'opèrent au Cameroun ont toujours alimenté la controverse entre des coups bas, le mandarina qui s'installe, des gens qui ne remplissent pas toujours les conditions, ce qu'ils font dans une urgence parfois vitale. Est-ce que c'est un peu ce que vous voulez dire ou simplement je me trompe? Alors, écoutez, les conditions d'obtention les conditions de changement de grade au Cameroun sont décrites. Il y aurait ce que vous relevez, dont je ne peux pas véritablement parler parce que je n'ai pas les faits tels qu'ils se présentent. Mais si on se fie à ce qui se dit, il y aurait de temps en temps des cas problématiques, comme on en trouve ailleurs également, peut-être pas à la même proportion. Mais toute la question de savoir où est-ce qu'on va et quelle valeur est-ce qu'on attribue à ces changements de grade. Mais tout compte fait, je crois que le moins important, c'est ce changement de grade que ce qu'on contribue, n'est-ce pas, comme chercheur, à l'avancement des sciences. Alors, je voudrais qu'on en reste à la scène universitaire camerounaise, que vous connaissez, j'imagine, assez bien. Quel est le sentiment que vous avez quand vous foulez le sol de l'un des campus de l'enseignement supérieur public au Cameroun? C'est un sentiment de quoi? Vous vous dites on est désolé, vous dites on peut faire mieux, vous vous dites tiens, qu'est-ce qu'on est heureux là où on est? Non, certainement pas. Quand j'étais à l'université de Yaoundé hier, Yaoundé 1 je dirais, j'approche les étudiants. Lorsqu'on les rencontre, on rencontre des jeunes qui ont envie de travailler, qui sont déterminés, n'est-ce pas? On peut déplorer que les bâtiments restent les mêmes, mais je pense que on ne peut pas se mettre à comparer de manière aussi, vous ne le faites pas, mais de manière très simpliste les divers espaces, parce que les universités évoluent dans deux contextes différents. Il est clair que les moyens dont je dispose dans mon institution ne sont pas ceux dont j'aurais disposé ici. Il est évident. Il est aussi clair que ce que j'ai pu faire là-bas, je ne suis pas certain que je l'aurais fait ici, en tout cas pas à cette vitesse-là. Cela dit, il y a sur place des collègues qui font d'excellentes recherches. Ils sont connus, vous les connaissez certainement. Ça veut dire que des choses sont faisables sur place. Alors restons-en. Alors vous parlez de vos collègues, mais on sait quel est le tableau qu'on peint un peu de cet enseignement supérieur public au Cameroun, enseignement jugé peu compatible, peu compétitif en tout état de cause, une extraordinaire précarité des enseignants, y compris de l'environnement, une certaine indigence logistique pour ce qui est des recherches, etc., etc. Ça fait 20 ans au moins que ce tableau-là est dépeint. Est-ce que quand vous arrivez au Cameroun, vous trouvez qu'il y a un frémissement et dans quel sens? Écoutez, c'est difficile de comparer encore les espaces. Il ne s'agit pas de faire du nivellement par le bas. Il est vrai que les conditions dans lesquelles les collègues travaillent, les étudiants sont extrêmement difficiles. Mais comme je vous le dis, des collègues font vraiment des miracles. Il y en a qui le font. Il y en a qui pourraient faire mieux pour encadrer les étudiants. Mais la précarité dont vous parlez, elle est peut-être matérielle, mais elle est aussi, surtout, à mon sens, intellectuelle. Mais je sais que pour les collègues que je rencontre, beaucoup sont des experts dans leur discipline et ils font des travaux respectables et respectés. J'évoque tout ce tableau pour vous rappeler un rapport qui date de 1996, 97 par là, 98 d'ailleurs, qui faisait de l'université un grand malade, l'université camerounaise. Est-ce que vous maintiendriez en 2012 qu'il s'agit d'un grand malade? Pour dire vrai, M. Zinga, depuis que je suis à l'université, depuis que j'enseigne à l'université, vous serez surpris, mais je pense que l'université a toujours été en crise. Mais tout est question de proportion. Dans les institutions que j'ai fréquentées, où j'ai exercé, les questions réforment tout le temps, de difficultés financières. Pour le grand malade que serait l'université camerounaise, je ne peux pas, en l'instant présent, évaluer de manière précise quel est cet état de gravité ou cet état de coma. Ce que je sais, c'est que j'ai rencontré des étudiants déterminés, travailleurs, des collègues travailleurs également, certains qui auraient pu certainement mieux faire, mais il est clair qu'on peut toujours mieux faire.
l'université camerounaise, comme la plupart des universités africaines, n'est-ce pas, peut certainement aménager d'autres espaces, développer de meilleures stratégies pour pouvoir se vendre mieux, mieux former, n'est-ce pas, et puis se rendre plus compétitive. Et qu'est-ce qui fait problème, d'après vous? Écoutez, c'est à plusieurs niveaux. Mais je crois qu'il faudrait, à mon sens, pour ce que j'ai pu observer, que les universitaires, que les collègues prennent en charge véritablement l'université, mais aussi, ne le cachons pas, l'université ne peut pas survivre toute seule. Elle a besoin d'être soutenue par les pouvoirs publics, c'est vrai partout. De ce point de vue, je n'ai pas les moyens d'évaluer exactement ce qui a été fait ici, mais on peut remarquer qu'il y a eu une multitude d'universités. Est-ce que les moyens qui devraient suivre ces créations d'universités sont mis en place? Ça, je ne peux pas le dire. Mais il y a un certain nombre de difficultés, certains plus graves que d'autres, n'est-ce pas? Mais voilà ce que je peux dire à ce sujet. Est-ce que vous avez l'impression que cet état des choses questionne une certaine volonté politique à ériger notre enseignement supérieur en une espèce de référence ou en autant de références que les domaines sont concernés? Est-ce que la volonté politique est en jeu? Est-ce qu'elle est un enjeu? Je dirais oui et non. Disons que l'université, ici et ailleurs, est nécessairement politique. Parce que c'est l'université, n'est-ce pas, qui permet de modeler les conditions d'apparition du politique dans le champ social. Et je dirais aussi que l'université ne devrait pas être seulement politisée. Or, dans beaucoup de pays africains, l'université est beaucoup plus politisée que politique. C'est-à-dire que l'université sert, n'est-ce pas, d'avant-garde dans des combats dans lesquels elle ne devrait pas être menée. De ce point de vue, je crois que le pouvoir politique, ici et ailleurs, n'est-ce pas, devrait permettre à l'université d'accomplir sa mission. Et il faudrait, puisque nous savons que la mission véritable du pouvoir politique est une mission de contrôle, je le dis ici et ailleurs, il revient ultimement aux universitaires de défendre l'université. Ça, personne ne le fera à leur place. Je prends un exemple récent. Il y a quelques semaines au Québec, il y a eu un nouveau gouvernement et un nouveau responsable de l'enseignement supérieur qui a eu des différentes interprétations de l'approche apportée aux questions budgétaires. Mais les recteurs, la conférence des recteurs, c'est presque... il y avait une contradiction assez flagrante par médias interposés sur l'interprétation, n'est-ce pas, de la démarche du ministre, n'est-ce pas. Les recteurs avaient pratiquement menacé de boycotter, n'est-ce pas, l'option fiscale que proposait le nouveau ministre en charge de l'enseignement supérieur, qui estimait qu'il allait opérer des coupes qui avaient été prévues. Donc, ce que je voulais dire, c'est que il revient aux universitaires de défendre l'université. Je n'ai pas l'information, je ne l'ai pas suivi depuis mon arrivée ici. Ce que je voulais relever, c'est qu'il revient aux universitaires de défendre l'université. Pour ce que j'ai pu voir ici et ailleurs, la vocation presque naturelle, n'est-ce pas, des pouvoirs publics est de financer, mais aussi dans un sens de contrôler. Mais il revient aux universitaires de défendre l'université. S'ils ne le font pas, personne ne le fera pour eux. Vous avez l'impression que sur ce terrain-là, sur ce champ-là, vos collègues, ils défendent l'université? Écoutez, tout dépend de qui vous rencontrez, mais je sais que pour ceux que j'ai pu voir, ils sont assez actifs, ils croient en leur travail, ils pourraient certainement proposer d'autres modèles. Je suis sûr qu'ils en proposent. Maintenant, la question est de savoir ce que deviennent ces modèles-là. Parce que je pense que des réflexions sont certainement menées ici et là sur l'université camerounaise. Des réflexions sont menées ici et là sur l'université sénégalaise. La question est de savoir, n'est-ce pas, que deviennent ce